Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutmann. Radio J. Sur ce générique historique de Radio J pour le Yiddish Show que j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir mon invité aujourd'hui. Il s'agit de Bruno Aliwa. Bruno Aliwa, bonjour. Bonjour Lise. Alors Bruno Aliwa, c'est un peu Radio J puisque Bruno est avec Léa toutes les semaines, je crois, le matin. Bruno également, vous êtes avec nous aujourd'hui car vous avez un univers yiddish très particulier du côté de la moitié de vos parents. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous êtes dermatologue, vous avez un DEA d'histoire contemporaine, vous avez écrit de nombreux livres, dont un qui m'a particulièrement marqué, qui était le premier livre, Blouse blanche, étoile jaune, qui m'avait vraiment bouleversé, car c'était juste au moment où les archives de l'assistance publique ont été ouvertes. Il y a eu beaucoup d'autres livres depuis. Il y a eu de très nombreux articles dans la presse. Il y a eu des interviews. En gros, Bruno Aliwa, vous n'arrêtez pas. Et de plus, vous êtes président de la commission du souvenir du CRIF. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, je crois que je suis le fils de ma mère et voilà. que je suis marié, que j'ai 4 enfants et que je suis grand-père de 4 petits-enfants. Voilà. Alors pour ça, on dit un grand Mazel Tov. Et le petit dernier, c'est un livre en fait qui va sortir incessamment sous peu. Ça ne s'invente pas. C'est du Bruno Aliwa pur. Les mères juives, les 16 commandements pour un enfant parfait, point d'exclamation, c'est paru chez Fayard. Et ce livre, vous nous en direz une rapide anecdote. Mais on va commencer par votre univers familial. D'où venez-vous et d'où vient la famille ? On a rarement l'occasion de se poser pour en parler. Bon, en fait, je suis issu d'un mariage entre une jeune femme, ashkénaze, ma mère, qui a connu mon père à l'âge de 19 ans, en 1954. Ils se sont mariés les deux, ils avaient 19 ans. Ma mère est née en France de parents juifs polonais qui étaient arrivés en 1930. Elle a vécu les belles périodes de l'avant-guerre. Elle venait d'où ? D'un petit village qui s'appelle Demblin, Irena, qui est un petit peu au sud de Varsovie. Et en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle est née en 1933. Et donc, en 1938, elle est partie avec sa mère en Pologne pour être présentée à sa famille. Donc, elle a des bribes de souvenirs de la Pologne qu'elle évoque de temps en temps. Hein. Et donc, malheureusement, il y a la période de la guerre. Elle a son père qui va être arrêté pendant la rafle du billet vert, qui va en fait, après, malheureusement, être déporté par le convoi numéro 2 du 5 juin 1942, qui va décéder au mois d'août 1942. Elle n'en est pas au courant, bien sûr. Elle est à Paris pendant la rafle du Veldiv. Et miraculeusement, grâce à un oncle et une tante, Charles et Léa Limer, elle va passer en zone libre. Et puis après, c'est plein de pérégrinations, donc une enfance un peu chaotique, mais... comme les jeunes juifs de cette époque. Voilà, et puis avec une grande tristesse de ne pas reconnaître, de ne pas avoir de père quand on a l'âge où on devrait avoir un père. Oui. Et 1954, elle rencontre mon père, Albert Aliwa, né à Oran, dans une famille d'origine marocaine,
qui avait, en fait, le grand-père était venu de Meknès, il était venu à Oran pour travailler, il était docker d'une famille très pauvre, avec 9 enfants, donc une grande famille nombreuse. Et là, ça va être un choc de culture entre deux familles, Mais oui. avec à la fois, on est en 1954. L'Orient, l'Occident, en 54. L'Orient et l'Occident, c'est-à-dire que les histoires drôles, l'histoire amusante, c'est la présentation des familles. Mon père qui n'a plus son père, il y a le grand frère qui fait office de grand frère, qui s'approche de ma grand-mère et qui discute. Il dit et le frère de mon père avait fait la campagne d'Italie, qui avait fait Monte Cassino. Il dit moi j'ai fait la guerre. Et puis alors ma grand-mère ashkénaze qui parlait pas bien français, elle dit, ma grand-mère Rachel, elle dit, vous savez, chez nous on a eu beaucoup de saucisses pendant la guerre. Et mon oncle qui répond, chez nous avons une variété de saucisses qu'on appelle merguez et que nous mangeons régulièrement. Et donc en fait c'est deux chocs de culture, Oui. avec mon père qui assiste et qui découvre un monde. Alors, et en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que chacun va va s'imprégner du monde de l'autre. C'est-à-dire que ma mère va découvrir ce que c'est qu'une famille nombreuse, va découvrir des fêtes juives. Enfin, il faisait des fêtes juives déjà dans sa famille, mais là, avec la joie, elle va découvrir la joie, l'insouciance, l'absence de peur. Et puis, mon père... Mais il habitait à Paris, votre père. Oui, ils étaient arrivés. Mon père est arrivé en France en 1946. Il était apprenti. Donc après la guerre, voilà. Il a pris un poste d'apprenti photographe. Il connaissait pas du tout les Ashkénazes. Enfin, si, vaguement. Il savait quand même qu'ils avaient été exterminés en partie. Oui. Il savait qu'il y avait eu des souffrances, mais il n'y avait pas une connaissance comme on peut l'avoir aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que il avait une... Et puis, petit à petit, il a découvert ce monde et mon père qui est photographe, alors c'est très important parce que c'est une personne très curieuse qui n'a pas son certificat d'études mais qui fait preuve d'une curiosité inimaginable, toujours intéressé. Et en fait, il était photographe et photographe de presse. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, en fait, quand vous regardez les actualités de la 4e République, vous regardez plein de photographes qui attendent devant le Palais de l'Élysée ou devant Roland-Garros, vous avez mon père. Et donc, c'est un photographe de presse, donc intéressé, qui comprend que le monde est en train de changer, et donc il pose des questions. Et ça, c'est très important parce que ça va être un petit peu le point de départ de tout ce que je fais. C'est-à-dire que mon père n'a pas de tabou pour poser des questions, c'est-à-dire raconte-moi pendant la guerre, y compris à des anciens déportés, y compris... Et ça se passe d'une façon tellement naturelle qu'il n'y a pas cette chape de plomb, de tristesse. Voilà. Et qu'on T'es peut là, avoir... tu racontes. T'es là, tu racontes. Et donc, je sais pas, moi, je peux parler, je sais pas, moi, si je vous parle, par exemple, je me rappelle, monsieur Miller, Jacob Miller, déporté par le convoi numéro 1. On est en vacances en Espagne, à Cullera, et je lis Papillon. Et vous avez monsieur Miller qui me dit, ça parle de quoi? Alors je lui dis, c'est un bagnard qui est au bagne de Cayenne, c'est très dur, les conditions sont très dures, il n'y a pas beaucoup à manger. Il dit, ça, à côté de ce que j'ai vécu, c'est rien. Et il commence à nous raconter, en fait, ce que lui, il a vécu. J'ai à peine 10 ans, 11 ans, et mon père l'interroge. Je lui dis, mais attends, il n'y avait pas de solidarité, mais comment tu es parti de Drancy? Mais tu avais des copains, comment vous vous opposiez? Comment il a fait pour survivre dans le convoi numéro 1? Oui, c'est ça. Et donc, moi, je suis imprégné de toutes ces histoires. C'est-à-dire, Bien sûr. mais imprégné, pas le côté... on n'est pas dans la dramaturgie, on est... et puis en même temps... Vous avez grandi avec eux. Voilà, oui. Voilà. Et puis en même temps, ma grand-mère, alors du côté ashkénaze, qu'est-ce qu'il connaît? Alors du côté séfarade, ils connaissent très peu le milieu ashkénaze. Vaguement, si mon père me fait rire, il m'a raconté cette anecdote amusante, il était à Oran et en fait il y avait quelques juifs ashkénazes qui s'étaient réfugiés avec des journaux en yiddish. Et alors il me dit, ils jetaient leurs journaux dans la poubelle. Et mon père, pour lui, c'était sacrilège. Alors il me dit, on sortait les journaux, on les redépliait puis on les amenait à la synagogue. Voilà, c'est incroyable. Ça, c'est un monde. Et puis de l'autre côté, ma grand-mère... donc il y avait des journaux yiddish à Oran, c'est incroyable. Oui. Et mon père et ma mère, en fait, la famille, ma mère et ma grand-mère sont réfugiées à Lyon, à Saint-Laurent-des-Murs. Et en fait, elles travaillent dans la confection chez des juifs marocains, mais qui, eux, cachent leur judaïsme, mais elles s'aperçoivent que le vendredi soir,
ils font une belle table blanche. Donc, elle avait un souvenir relativement bon des séfarades. Et donc, elle découvre un monde avec son frère, il découvre un monde tout à fait nouveau de joie, de tradition, de gâteaux à Pourim, on respecte les fêtes, on garde son judaïsme, mais méfiance. Et puis, comme dit mon père, il me fait rire que le jour où il va pour se marier, les gens sont méfiants parce qu'il y a toujours il y a eu pendant très longtemps méfiance vis-à-vis des séfarades dans le monde ashkénaze, et donc on lui demande de lire plusieurs pages en hébreu. Alors mon père il me dit c'était bien parce que c'était comment dire, la prière, je crois que c'était Modéani ou bref, il commence à lire et là il arrive, mais je crois qu'en fait c'est ça, c'est la rencontre de deux personnes qui auraient probablement jamais dû se rencontrer et qui sont encore là, qui sont à 92 ans. Voilà. Bruno Aliwa et sa descendance, ce dont on est ravi, bien sûr. Bruno, est-ce que, donc vous avez beaucoup entendu le yiddish quand vous étiez petit, est-ce que vous le parlez un peu, vous le comprenez? Alors, ça aussi, c'est une anecdote. J'étais asthmatique. Mais mettez bien le micro devant vous. J'étais asthmatique, je souffrais d'asthme, mais bon, les traitements de l'asthme à l'époque, c'était pas très développé. Et donc, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 3 ans et demi, ma mère m'a envoyé à Menton, chez ma grand-mère, mes grands-parents, parce que ma grand-mère s'est remariée avec un monsieur Ben. Et donc, j'ai été envoyé à Menton et je suis resté presque 2 ans à Menton. Ah oui, élevé par la grand-mère. Par la grand-mère, mais avec des gens qui... Parce que l'air était meilleur à Menton qu'à Paris. Voilà, et qui était meilleur. Et donc, quand vous me demandez... Alors, ça a été... Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas le portable. Donc, je suis parti complètement maigrichon, presque... Alors, d'après ma grand-mère, rachitique. Et en fait, ma grand-mère... Je m'excuse, mais oui. Le mot rachitique était très important, presque. Oui, très... Et pour ma grand-mère, je crois qu'elle avait fait une mauvaise assimilation entre asthme et tuberculose, quoi. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, elle, qui n'avait pas pu nourrir ses enfants pendant la guerre à cause des restrictions, a eu la chance d'avoir un cobaye, moi, pour manger. Et donc, je suis passé, je crois que j'ai dû doubler et demi, j'ai fait 2 fois et demi mon poids en l'espace d'1 an. C'est-à-dire, je suis devenu quasi obèse. Oh là là. Et alors, mais heureux, c'est-à-dire que quand vous me demandez comment j'ai appris l'heure, je savais qu'à 10h, c'était l'heure de la banane, à 11h, c'était l'heure du carré Gerbet, midi, il fallait que je mange, 4h, le pain au chocolat, 5h, le chacobéen. Bref, j'ai été comme ça, nourri, archi nourri, et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc... et tout ça en yiddish. Et tout ça en yiddish. Et l'anecdote qui me revient le plus, c'est quand je rentre à l'école, on me dit, je rentre en classe et la personne elle a un accent du Sud et elle dit « Les Amfeng, quand je dis votre nom, vous dites Trezeng ». Et quand on arrive, moi on dit Aliwa et j'ai dit 5 ans et demi. Parce que j'avais compris 13 ans. Et alors, elle dit, mais vous, vous êtes un rebelle, vous. J'ai dit, mais non, madame, j'ai pas 13 ans, j'ai 5 ans et demi. Et en fait, c'était, parce que j'avais, je pense, des petites déficiences. Donc, je pense qu'après, je me suis amélioré. Mais en tout cas, j'ai le souvenir de. Oui, vous êtes juste médecin, écrivain, oui. Voilà. Mais en fait, ça m'a imprégné. Et puis surtout, c'était ces gens. Alors, moi, maintenant, j'en rigole parce que pour moi, c'était des personnes très âgées et ils ont l'âge que j'avais aujourd'hui. Et en fait, chacun avait eu beaucoup de souffrances, il y avait... alors, Menton, c'était très agréable comme ville. C'était une petite ville, donc c'est une petite ville qui est à la frontière italienne. Et alors là, il y avait une communauté, beaucoup de juifs ashkénazes. Et pour la petite histoire, c'était amusant parce que je revenais chaque vacances. Quand j'ai préparé mon bac, je suis parti avec mes affaires pour travailler mon bac. J'allais voir mes grands-parents. J'avais beaucoup d'affection, de relations. Et puis, il y avait d'un côté les juifs sionistes et de l'autre côté les juifs bundistes et communistes. Ah non, surtout communistes. Et il y avait Madame Fitterman, la mère du ministre. La mère du ministre, et je me rappelle, je suis en 2e année de médecine, donc je viens de réussir, et ma grand-mère voit Madame Fitterman et elle lui dit, voilà, je vous présente mon petit-fils, il est futur médecin. Et alors l'autre, elle lui dit, moi, mon fils, on était 80, il est ministre. Elle dit, qu'est-ce que ça, ministre? Un ministre, ça dure 1 an, 2 ans.
Mais alors qu'un médecin, c'est toute une vie. Et voilà. Et donc, c'était assez... C'est-à-dire que toutes les blagues juives sur les mères, on n'a rien inventé, elles existaient dans le réel. Ils avaient un sens de l'humour, un sens de la répartie, un sens des descriptions. C'est-à-dire que même les gens avec lesquels il y avait beaucoup d'amitié, des amis, ils avaient des surnoms, il y avait une... et puis surtout, en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'était des gens qui avaient... qui s'étaient créés des familles. C'est-à-dire que, bon, il y a les voisins, avec ma grand-mère, arrivent en 1930, ils habitent 52 rue Ménilmontant dans un immeuble qui existe toujours, dans lequel il y a beaucoup de familles juives. Et en fait, il y a une famille, les Blusevin, c'est les voisins de la porte d'à côté, et ils ont des enfants, et ça a toujours été considéré comme des cousins. Et la grand-mère, les grands-mères étaient amis. Et en fait, je pense qu'ils avaient perdu tous leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Donc ils ont reconstitué. Voilà. Alors Bruno Aliwa, je propose qu'en l'honneur de votre nouveau livre que je montre à l'antenne, Les mères juives, 16 commandements pour un enfant parfait, paru chez Fayard. En l'honneur de votre maman, de votre grand-mère et de tout votre entourage, on va écouter une très belle chanson en yiddish. C'est la version de Régine à Yiddish Emam, bien sûr. Jüdische Mame, sie macht doch süß die ganze Welt. Voilà, à Yiddish Emam, interprété par la grande Régine. Vous l'avez connue, Régine? Non. Je l'ai vu. Oui, vous l'avez vu. Mais en fait, c'est assez amusant parce que à Yiddish Emam, c'est amusant parce que je pense que je fais partie d'une génération où il y avait les mariages et il y avait toujours, quand on servait les plats, alors c'était souvent des mariages au pavillon Dauphine. Oui. Je ne sais pas pourquoi le pavillon. Ou à l'hôtel moderne. Ça, c'était un peu plus... c'est plutôt les Schwarz-Fils qui étaient non, pas du tout. Avec l'escalier. Bref, il y avait l'hôtel moderne. Et il y avait une période, il y avait un moment où le violoniste passait de table en table. Oui. Et demandait aux gens de ce qu'ils voulaient jouer. Ouais. Et là, il y avait toujours Yiddish Emam. Et vous aviez des gens, et c'était amusant parce que dans les mariages, vous avez une force centripète. C'est-à-dire que plus vous vieillissez, plus vous êtes au fond, et plus vous êtes... Et donc, quand vous êtes au centre, vous voyez les gens, et je me rappellerai toujours, c'est les larmes contenues des gens. C'est-à-dire que les gens étaient contents parce que c'était un mariage, mais en même temps... Ils pleuraient en écoutant le violon. Hein, terrible. Et puis, quand je vois ça, je pense à tous ces disques de 78 tours qui étaient dans ces familles juives. Mais bien sûr, vous en avez gardé ? Non, malheureusement. Enfin, oui, peut-être j'en dois en avoir chez mes parents. Mais en tout cas, ce qui était assez intéressant, c'est la musique. Et puis, c'était cette nostalgie. Mais en même temps, une nostalgie et en même temps une joie d'être en France. Bien sûr. Une joie, un bonheur, Et en fait, c'est assez intéressant. Et d'avoir survécu aussi. Alors, survécu. Et c'est ce que je dis souvent, probablement. C'est-à-dire que moi, quand je parle de cette période, je suis né en 59, je me rappelle par exemple d'un film qui était Les Eaux mêlées. De Roger Icor, un film culte qui m'avait complètement traumatisé. Avec un feuilleton. Voilà. C'était un téléfilm. Alors on peut le voir. Ça commençait par un pogrom. Qu'est-ce que j'ai pleuré, je devais avoir 10 ans, c'était horrible. Exactement. Et je l'ai revu. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai entendu ma grand-mère me raconter les pogroms qu'elle avait vécu, elle, en Pologne. Et c'est vrai qu'on focalisait énormément sur le pogrom, c'est-à-dire la vie en Pologne avant la guerre, enfin les Cosaques, il y avait tout un... tu vois, quand quelqu'un était fort, on disait il est fort comme un Cosaque. Oui, bien sûr. Vrai, il y avait tout un... Mais en fait, la guerre, finalement, ça... c'était un peu... en
fait, c'était assez amusant parce que finalement, il nous donnait un peu un beau moment. C'est-à-dire qu'il disait, ah, tu te rappelles quand on était à Lyon, tu te rappelles quand on n'avait pas... Bon, il y avait des moments où il y avait peut-être moins de moments durs quand ils évoquaient la guerre. On va peut-être dire une chose, Bruno, c'est que quand nous, on était petits dans les années 60, on protégeait les enfants. On protégeait les enfants, on racontait pas trop. Et puis surtout, il y a énormément de choses qu'on ne savait pas sur la Shoah. Le mot existait même pas d'ailleurs. Alors, je vais vous raconter, moi, la première fois où j'ai compris... Il existait en yiddish, Churban. Ouais. Écoutez, moi, on allait en Italie. Oui. Pour acheter des chaussures, ma grand-mère. Et je me rappelle, je suis dans le train avec ma grand-mère, mon grand-père. Et je devais être un enfant, je devais avoir 4 ans. J'arrive et puis il y a une femme, elle me donne... Les femmes à l'époque, elles avaient toujours dans leur sac des bonbons qu'elles offraient aux gosses. Et puis il y a une femme goy, non juive, en face, qui m'offre un bonbon. Elle dit, ah, t'es mignon, comment tu t'appelles? Je dis, Bruno. Elle dit, et puis elle me dit, et tu as quel âge? Je dis, j'ai 4 ans. Elle dit, ah ben c'est bien, tu parles bien pour un enfant de 4 ans. J'étais un peu actif. Et puis arrive le contrôleur, et le contrôleur demande les tickets à ma grand-mère, à ma mère, à mon grand-père. Et il dit, le petit a dit, ma grand-mère a dit, il a 3 ans. Et la femme en face, elle dit, non, c'est pas vrai. Il vient de me dire qu'il a 4 ans. Et je vois le contrôleur qui commence à préparer, vous savez, l'amende. Ma grand-mère, un peu honteuse, un peu... Oui. Et là, après, le contrôleur parle, et puis la bonne femme, elle commence à me reparler. Ma grand-mère dit, ne lui parle pas. Et après, elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, tu vois, pendant la guerre, il y a eu des gens comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué, mais c'est une petite anecdote qui est un petit peu au fond mais qui est moi. très révélatrice. C'est-à-dire que cette femme qui avait été tellement gentille avec moi, qui était là, qui me disait que j'étais mignon, elle avait pratiqué la délation, et ça, c'est le pire. Enfin, je pense que la délation, c'est le pire des choses qui puissent exister. Alors, on était quoi? En 64, c'est-à-dire à peine 20 ans après la guerre. Et c'est l'esprit, et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, cette anecdote, parce que depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait... il y avait des gens qui étaient méchants, quoi, voilà. Ouais. Ça marque pour la vie, ce genre Oui, non, mais d'anecdote. c'est probablement l'anecdote la plus révélatrice, la plus... Alors après, bien sûr, il y avait des choses qui étaient... ma grand-mère avait épousé le voisin, Monsieur Ben, qui lui avait perdu sa femme et son fils aîné. Et elle avait perdu son mari. Et en fait, juste après la guerre, il y avait une voisine, ma mère à chaque fois elle le rappelle, Madame Zonchen, qui lui a dit, écoute, j'ai perdu mon mari pendant la guerre de 14, remarie-toi, pas pour toi, mais pour tes enfants. Et ma grand-mère, elle était née en 1907, donc elle avait 35 ans. Elle a épousé ce monsieur qui avait 15 ans de plus, Monsieur Ben, qui avec moi a été gentil, j'ai rien à dire. Et en fait, vous aviez dans l'appartement, c'était les appartements comme on pouvait avoir, avec les odeurs, avec des odeurs particulières, la propreté. Et puis il y avait ces cadres, et il y avait la photo du fils, il y avait des photos, et en fait, il y avait des silences à propos de qui est cette personne. Et c'était terrible parce que et puis il y avait un monsieur, enfin, il y a des noms comme ça qui me reviennent. Monsieur Paluche qui m'avait dit cette phrase, il m'a dit, ce que votre grand-mère et votre grand-père ont vécu, aucune génération depuis la destruction du temple ne l'a vécu autant de souffrance. Et c'est vraiment assez intéressant. Et je me rappelle que 1968-69, il y a le déménagement. Et mon oncle Bernard dit à ma grand-mère, quitte cet endroit qui n'a été qu'un endroit où tu as eu des souffrances. Et c'était un endroit où elle était arrivée en 1930, elle avait eu ses enfants, mais en même temps, c'est là où il y avait eu la rafle du Veldiv. Et je crois que ça, c'est intéressant, c'est cette barrière, cette rupture entre la vie sur la côte avec le soleil, avec c'est ça. le changement par rapport à Paris. Justement, non mais c'est vraiment passionnant, justement par rapport au yiddish
il vous en reste quoi aujourd'hui? Parce que on parle beaucoup de la Shoah et c'est normal, ça a hanté la vie de vos grands-parents et de vos parents. Est-ce que votre mère parlait un peu le yiddish? Alors, Est-ce qu'elle vous chantait en yiddish? alors, pas tellement de chanter, mais elle parlait très bien yiddish. Et à l'époque, il n'y avait pas ma grand-mère lui écrivait en yiddish, ma mère le lisait. Elle parlait bien yiddish. Il parlait yiddish. Et mon père, il y avait des mots qu'il se disait pour pas que je comprenne. Donc ça, c'est tout à fait Oui. normal. Mais surtout, il y avait ma grand-mère avait un frère, donc Charles, qui était né en 1910, qui avait été arrêté, qui avait été en fait, mais qui avait réussi à s'évader de Bonne-la-Rolande grâce à sa femme, Léa. Et lui, ils avaient des tas de proverbes en yiddish. Et donc, ces proverbes en yiddish continuent aujourd'hui. À, vous- à euh, vous hanter un petit peu? oui, c'est-à dire que... Et À en faire fait, partie de votre vie, tout simplement. voilà. Et dans un monde dans lequel on est, euh, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ces proverbes. Enfin, et ça, c'est assez intéressant finalement. Il y a les mots, et quand il disait le proverbe yiddish, il disait le mot proverbe en yiddish, et après il y avait la traduction, mais ma mère parlait yiddish, il y a des mots, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai eu la chance d'épouser une femme qui est née de parents ashkénazes, Oui. mais dont la mère est ce qu'on appelle une grinaire, et mon beau-père était né en C'est-à-dire, France. elle venait d'arriver, voilà, Et après donc, la guerre. elle, finalement, il parlait beaucoup plus yiddish, donc elle est très imprégnée par la culture yiddish. Moi, j'ai fait... après mon internat, hein, quand j'ai passé l'internat, j'ai pris des cours de yiddish avec Baumgarten. Oui, avec mais- Jean Baume. Ah ouais, vous avez pris des cours. J'ai pris des cours, mais bon, vous savez, dans la vie, c'est quelque chose qu'on doit savoir et il faut être conscient. Vous avez des gens qui ont des dons sur certaines choses et d'autres sur d'autres. Et moi, je suis nul dans les langues étrangères. C'est-à-dire qu'il suffit que je parle en anglais pour que mes enfants pouffent de rire. Il suffit que... j'aimerais bien avoir ce don qu'ont certaines personnes de pouvoir... J'aimerais, ça sera si je me réincarne, c'est 2 dons que j'aimerais avoir, c'est la musique et les langues. Mais j'ai peut-être d'autres L'appel est qualités. lancé. Voilà. Alors, on parle de musique, ça nous fait une excellente transition. J'ai choisi une chanson un peu d'après-guerre, joyeuse. Swing, c'est les Barry Sisters. Je pense que vous les connaissez. Et on va écouter leur version de Chiribim, Chiribom. Chiribim, chiribom, chiribim bom 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 bom, chiribim, chiribom, chiribim bom 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 bom, chiribiri biri 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 bim bom bom, chiribiri biri 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 bom, chiribim bom 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 bom. L'on mirzi. Voilà, les Barry Sisters. Et sur la pochette du disque, elles descendent d'un avion El Al. Incroyable, ça ne s'invente pas. Alors ça, c'est assez amusant parce que ça me permet de rebondir. Vous parlez Oui. du monde yiddish. 1968, ma grand-mère décide d'aller aux États-Unis. Ah ouais. Et en fait, c'est assez amusant parce que ma grand-mère est née donc à Demblin, elle est née en 1907, elle est venue en France en 1930 pendant l'exposition universelle parce qu'il y avait des visas de touristes. Hein. Et donc, elle a des grandes sœurs, des demi-sœurs plutôt, qui sont parties aux États-Unis. À Cleveland. Et en fait, elle avait, alors, pendant des années, elles envoyaient du dentifrice, elles envoyaient des choses parce qu'elles pensaient que la France était un pays sous-développé. Oui. Et ma grand-mère avait le souvenir de ses sœurs qui vivaient dans le Shtetl, dans leur petit village. Et en fait, elle part aux États-Unis et voir ses sœurs. Pourquoi ? Parce que un des enfants est né à Auschwitz. C'est une histoire assez terrible. La mère est enceinte. Elle accouche à Auschwitz, elle meurt de couche, et une des sœurs qui était présente à Auschwitz cache le gosse, et en fait, tout le baraquement de femmes se prennent, en fait, qui ont perdu des enfants, des frères, des sœurs, décident en fait de sauver ce gosse, et donc ce gosse, il va survivre à Auschwitz.
la tante va se remarier après la guerre avec le mari de sa sœur. Et en 1968, ce gosse qui est né en 45 ou 44, en fait, je me rappelle, se marie. Et donc ma grand-mère part au mariage de ce gosse qui a Normal. été miraculé. Mais oui. Et donc ma grand-mère revient à l'aéroport d'Orly et on va la chercher. Et elle vient à la maison et elle nous raconte la vie en Amérique. Et elle explique, et elle nous montre les photos, c'est-à-dire on a les photos. Et en fait, elle voyait ses sœurs qu'elle avait. Nous, on avait les photos des sœurs en Pologne qui étaient habillées comme dans Un violon sur le toit. Oui, oui. Autre film marquant, enfin, Oui, pour oui. nous, c'est ça, c'est Un violon sur le toit. Et en fait, de l'autre côté, elle avait des sœurs, vous savez, comme dans les films des années 60, avec les maris, avec les chapeaux, comme Oui. Frank Sinatra. Très joli, très sexy. et Elles tout, avaient ouais. les lunettes particulières, américaines, oui. des fourrures, des fous rires. Oui. Elles étaient et elle raconte, ma grand-mère, elle nous raconte, on est tous à table et elle nous dit, vous vous rendez compte, ma sœur, elle a sorti à Katchké un canard qu'elle avait fait 6 mois avant et qu'elle avait mis dans un frigidaire. Et je dis, quoi, t'as mangé quelque chose 6 mois après? Ça n'existait pas. Ça la congélée. n'existait pas, Et non. alors, elle racontait, elle dit, ma sœur, elle raconte que tous les enfants, à 18 ans, ils ont une voiture et toutes les enfants, elle a 2 manteaux de fourrure. En fait, c'était C'était l'Amérique. L'Amérique. Voilà. Et c'est là aussi où j'ai compris. Alors, comme vous parlez du yiddish, je me rappelle, je lui ai dit, mais comment tu as fait pour t'en... Enfin, je me rappelle, quelqu'un lui a dit, mais comment t'as fait pour t'en sortir? Ta sœur te laissait sortir dehors? Elle dit, oui, mais elle dit, c'est pas compliqué l'anglais, parce que, tu sais, tous les mots, c'est pareil. Mais il faut juste changer le terme. Et en fait, elle a dit, tu vois, mes sœurs, si elles ont eu une belle réussite, c'est en grande partie parce qu'elles ont pu maîtriser plus vite que moi. C'est plus facile de passer du yiddish à l'anglais que du yiddish au français. Oui. Et c'est assez intéressant. Et en fait, donc c'était pour moi ma grand-mère qui nous racontait. Donc quand j'entends alors elle était revenue bien sûr avec des disques en yiddish, mais c'était un monde qui était Tellement différent du monde en France pour mais les juifs. oui. en fait, Pour les non-juifs aussi, d'ailleurs. Et ma grand-mère, elle disait, c'est ma mère qui me raconte, elle dit, quand elle commençait à parler avec ses sœurs américaines, et c'est là où je comprends le judaïsme américain, où on voit la grande différence, c'est que quand ma grand-mère, elle parlait, elle dit, c'est ça, elle dit, oh, arrête de nous parler de la guerre. En fait, les juifs américains, enfin, c'est quelque chose qui était assez intéressant, c'est qu'ils refusaient d'entendre toutes les souffrances, c'est-à-dire que pour ma grand-mère, voir ses sœurs, elle parlait donc de sa famille, de ses parents, eux avaient fait une barrière, et puis surtout, je pense qu'il y avait une sorte de culpabilisation pour tous ces gens-là, probablement d'avoir laissé les parents, mais en fait, en même temps... Mais je pense que même pendant la guerre, ils se rendaient pas forcément compte de ce qui se passait au moment où ça se passait. Alors, c'est une des questions. Alors, j'ai la chance d'avoir eu mes grands-parents. Ma grand-mère est décédée en 92, donc 1992. Donc, j'étais en âge où je commençais à m'intéresser beaucoup à la Shoah. Alors, il faut que je l'explique, hein, ça Oui. c'est très important. 1981, mon père, qui est quelqu'un de archi curieux, archi intéressé, m'explique que l'Union des déportés d'Auschwitz va organiser pour la première fois un voyage à Auschwitz. Il y avait eu un premier voyage en 1965 pour les 20 ans, mais là, bon. Et 81, je suis en 2e année de médecine. Et donc, je pars en Pologne avec mes parents et avec des anciens déportés, dont Monsieur Nosiciel, Charles Nosiciel. Il y a Maxime, il y a plein de gens. Et je suis là. Et je arrive à Auschwitz. Alors, à l'époque, Auschwitz, c'était le désert intégral. Il y avait personne, il y avait du vent. On était au mois de novembre. Et ils revenaient pour la première fois à Auschwitz. Et donc, j'ai pu leur parler, ils m'ont raconté. Pour moi, ça a été... C'est-à-dire qu'ils savaient que je faisais des études de médecine, donc ils me parlaient de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes au camp. Et Je comprends mieux tous les livres que vous avez écrits par la suite. Ils racontaient chacune des choses. C'est-à-dire qu'il racontait, il rentrait dans le détail. Et à un moment, il y a quelqu'un qui arrive et il y avait je me rappellerai toujours de cette scène. Il y a quelqu'un qui vendait des fruits, des pommes. Et il y en a un des déportés qui achète une pomme et puis il commence à manger la pomme et il se met à pleurer.
Et il dit cette phrase, quelqu'un lui dit: «Mais pourquoi tu pleures? Elle est pas bonne cette pomme?» Il dit: «Écoute, ça m'a refait penser, un jour j'étais sur un lieu de travail, il y avait un SS qui nous gardait, qui mangeait une pomme et il dit: "J'ai jamais su, mais il jetait le trognon de pomme et tout le monde se battait et un jour, le trognon, il est tombé devant moi, j'ai pu manger cette pomme" et il disait: J'ai dévoré cette pomme, j'ai trouvé qu'elle avait un goût tellement bon et depuis qu'il était sorti d'Auschwitz, à chaque fois, il achetait des pommes, il mangeait, il croquait un bout de pomme et il jetait la pomme parce qu'il n'avait pas le goût d'une pomme. Et là, il retrouvait le vrai goût de la pomme. Et c'est là où j'ai compris d'une façon indirecte la souffrance. Et surtout, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils montraient les lieux, ils expliquaient et surtout, on avait affaire à une génération particulière, puisque c'était des gens qui avaient été déportés en 1942, donc la période la plus dure, Bien sûr. et qui racontaient dans le détail, et puis beaucoup, par exemple, on avait été accueillis, il y avait, je me rappelle, des déportés polonais non juifs, et je me rappelle, ils étaient là, ils avaient fait les discours, et puis il y en a un, il dit, mais je vais pas leur dire bonjour, tu te rappelles, lui c'était un capot, lui c'était un salopard, lui je l'ai vu tuer quelqu'un, et moi il me le racontait, il me dit, tu vois, lui c'était un salopard, et j'ai compris aussi l'univers, j'ai découvert un peu l'univers, et quelqu'un m'a dit, bah tu sais, tu devrais lire, la personne a bien écrit, il m'a dit, Elie Wiesel c'est un schmerleur. C'est un quoi? Un schmerleur. C'est-à-dire? Schmerl, il pleure, c'est un Oui. pleureur, tu vois. Oui, oui. Bon, c'est pas marrant, enfin c'est son aventure, mais lui il est arrivé en 44. Il dit tu devrais lire Primo Levi, un Italien qui a bien. Et du coup j'ai acheté à l'époque Si c'est un homme dans les premières versions. Oui. Et voilà. Et ça a été le début de mes recherches. Mais c'est Vous avez intéressant. fait des vraies recherches et vous nous avez apporté énormément avec vos Oui. recherches. Alors en fait, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est médecin, on travaille, mais j'écris les livres que j'ai envie de lire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que beau, ça. j'étais dans le milieu, enfin, je suis médecin, et puis et je m'apercevais qu'il y avait une sorte d'omerta sur le rôle des médecins pendant la guerre. Du coup, j'ai écrit Blouse blanche, étoile jaune. Et puis, en fait, j'écris les livres. C'était quand même un événement parce que souvenez-vous, les archives de l'assistance publique étaient fermées. Ça a été, et moi, c'était une révolte en moi que j'avais par rapport à ça. Et je me souviens que quand j'ai vu arriver votre livre, je l'ai lu en 24 heures, je vous ai appelé tout de suite, Oui, t'as et été vous tout de suite. étiez très surpris en me disant mais le livre vient de sortir. J'ai dit oui, mais voilà, parce que c'est vrai Il y avait ton papa qui avait, Voilà, il y avait mon qui avait père. écrit La Rafle. Oui. Mais je pense qu'on écrit les livres et puis après en fait je pense que c'est bon, après il y a toujours il y a un fond, c'est-à-dire qu'il faut expliquer que j'ai toujours aimé l'histoire, hein, donc je répète, hein, ça c'est mon père qui a fait aimer l'histoire, mais vous savez, vous connaissez ce genre de gosse, le jour de la bar mitzvah à l'époque on offrait un stylo plume, mais moi j'avais dit je voudrais tous les livres d'histoire d'André Castelot, d'Alain Decaux, donc j'ai tout lu, je savais tout, j'étais incollable en histoire, donc c'est vrai que j'avais une base. Bon, probablement, j'ai été passer le concours général d'histoire parce que j'étais le meilleur de ma classe en histoire, mais il n'était pas question que je fasse des études d'histoire. Fallait être un docteur, un médecin. docteur. Voilà. Et en fait, ma mère, alors pour la petite histoire, elle avait été chez Giberjeune, elle avait acheté un livre de Ternon, de Yves Ternon, en me montrant que Yves Ternon, qui avait écrit à l'époque un livre sur le génocide des Arméniens, il était à la fois médecin et historien. Et du coup, je me suis dit, le jour où je terminerai, je ferai de l'histoire. Voilà. C'est extraordinaire. Et donc, tout ça avec quand même un background ashkénaze et yiddish que vous nous avez présenté. Alors, pour terminer cette jolie émission, je le rappelle, Bruno Aliwa, Les Mères Juives, 16 commandements pour un enfant parfait, paru chez Fayard, à découvrir absolument. On en reparlera d'ailleurs sur Radio J. Je vais vous laisser le choix pour finir l'émission. Soit Die Zeit von die Karschen, le temps des cerises en yiddish, soit Donna Donna par Chava Alberstein. Vous êtes mon invité et c'est vous qui choisissez, Bruno Aliwa. Écoutez, moi, quand on était petit, il y avait les balles de société. Ouais. Et dans les balles de société, je me rappellerai toujours avoir entendu un vieux chanteur juif yiddish avec une guitare. Alors ça me paraissait qu'un vieux monsieur de 70 ans joue de la guitare. Et il avait chanté, en fait,
tout le répertoire d'Aznavour, de Brel, de Brassens en yiddish. Mais en faisant, par exemple, Toi l'étranger, c'était Toi le Litvak, Ah sans oui. façon, et tout le monde écoutait. Enfin, c'était extraordinaire, c'est-à-dire qu'il avait parodié. Comment il s'appelait? Impossible de Impossible de savoir. savoir. Et donc, du coup, j'ai toujours pensé que, vous voyez, il y aurait intérêt à... J'adore les chansons, finalement, françaises qui sont mises à la Eh ben. mode yiddish. Eh ben Alors, voilà. alors que Donna Donna, c'est une très belle chanson, mais on sait Oui. qu'elle a été reprise en français. Enfin, mais bon, reprise, mais c'est pas du tout la même signification voilà. qu'en yiddish, bien sûr. Eh ben, on a la réponse. Daniel Kahn, Die Zeit von die Karchen, le temps des cerises en yiddish. Merci beaucoup, Bruno Aliwa, d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté votre très bel univers yiddish. Et à très vite sur Radio J. Merci, au revoir. Merci.